Donc bienvenue à tous dans cette conférence. Comment Figma a volé le cœur et le code des développeurs. Donc comme vous aurez pu le deviner, on va vous présenter l'outil Figma. Et ça va être interactif parce qu'en fait on est dans Figma là. Donc on va faire un PowerPoint dans Figma. Et donc cette conférence est présentée par Nathalie Rappayen et moi-même, Rayapin, pardon, et moi-même Pablo Cancois. C'est pas du tout la bonne. Efficace. Ok, alors introduction. Figma, qu'est-ce que c'est? Figma, c'est un outil qui a été lancé en 2016 qui est entièrement web. Donc là, il tourne sous mon navigateur web. Il y a une application Windows et macOS, mais au final, c'est du web derrière. Et c'est un outil complet pour développer des prototypes et des interfaces. Et donc, il est en concurrence directe avec Adobe XD, par exemple, si ça parle à certains. Le module X. Alors, petite présentation, donc c'est ça, hein, de l'interface de Figma. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Figma, vous allez voir, ça peut être assez intimidant au début, mais en vrai, c'est super intuitif. Et pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça va faire office de rappel tout simplement. Donc voilà, l'interface de Figma se compose d'un header, donc, avec des outils de création de formes, de création de texte, ce que vous voulez. Donc en gros, c'est des outils qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres applications du même type. Donc voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés par rapport à ça. Ici, vous allez voir les personnes qui sont actuellement dans votre projet. Donc, il ne faut pas oublier que Figma, c'est un outil collaboratif, hein. Vous pouvez travailler à plusieurs dessus. Vous pouvez partager votre projet, vous avez un mode développeur et vous avez un petit bouton play qui vous permet de lancer un prototype. Alors c'est quoi un prototype? C'est tout simplement la maquette finale de ce que vous allez montrer à votre client. Un prototype, c'est aussi un moyen pour pouvoir visualiser des animations, des interactions dans vos maquettes. Merde, tu fais quoi? T'as lancé. Ok, donc là pour le coup j'ai lancé un prototype sans faire exprès. T'as cliqué. Nickel. Du coup, dans ce panneau à gauche, vous allez avoir l'arborescence de votre projet. Donc à chaque fois que vous allez créer un élément, cet élément va apparaître dans cette arborescence-là, avec un nom auto-généré. Donc moi, je vous conseille vivement de renommer ces éléments, tout simplement pour l'organisation de votre projet, hein, pour ne pas vous perdre de votre projet, sauf si c'est un petit élément que vous créez pour de simplement faire des tests. Voilà. Ici, vous allez avoir 3 pages. Donc, sur la version gratuite de Figma, vous avez 3 pages qui vous sont données. Donc, vous les organisez comme vous le voulez. Par exemple, dans la première page, on aura les composants. Et il faut savoir que les 3 pages, en fait, ils sont interconnectés. C'est-à-dire que je peux créer des composants de la première page et les utiliser dans la seconde, et vice-versa. Vous voyez la suite. Et du coup, on peut avoir plus de pages si on passe à la version payante de Figma. Donc voilà pour ça. Et dans le panneau de droite, c'est pour éditer vos différents éléments. Donc pour regarder les propriétés, modifier les tailles, modifier les couleurs, ajouter des images, ajouter des GIFs et même ajouter des vidéos. Donc là, on va faire un petit test. Voilà, malheureusement, on n'a pas le son, mais il faut imaginer, c'était vous qui... Il faut imaginer Stéphane qui parle. Donc voilà pour ça. Ensuite, Figma propose des outils pour créer des formes vectorielles. Et dans ces formes vectorielles, on pourra utiliser des fonctionnalités comme les masques. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, du coup, on a un background que je vais redimensionner vite fait. Voilà. Derrière ce background, j'ai le logo de Lixi, donc Poulpi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce background et le logo, Poulpi, et je vais aller appliquer un masque. Et ce que ça va faire, c'est que ça va incruster le background dans Poulpi. Donc ça va donner un truc de style. L'utilité, c'est quoi? Visuellement parlant, c'est beau. Enfin, bref. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle les unions. Du coup, c'est quoi les unions? C'est, par exemple, là, j'ai 2 formes. Je vais aller sélectionner le carré et le rond. Et du coup, ici,
j'ai cette fonctionnalité qui me permet de les assembler, de les soustraire, etc. Donc voilà, c'est assez pratique aussi quand vous voulez faire des éléments assez originaux. Donc par exemple là, ce que ça va faire, c'est juste les mélanger tout simplement, il n'y a pas de truc très spectaculaire, quoi. Ensuite, quand on va utiliser Figma, on va souvent parler de groupes, de frames et de sections. Donc c'est quoi un groupe? C'est tout simplement, vous avez plusieurs éléments, vous voulez juste les grouper. Question organisation, c'est top, mais voilà, c'est tout ce que ça fait. Ensuite, vous avez les frames. Les frames, c'est comme les groupes, donc c'est pour assembler des éléments, mais ça permet de faire des choses en plus. Avec les frames, vous pouvez créer ce qu'on appelle un flow starting point. Donc un flow starting point, c'est quoi? C'est le début de là où vos animations vont commencer. Donc là, c'est simple. Vous allez ici sur votre frame. Donc là, je vais me mettre sur la slide 4. Dans Prototype, Flow Starting Point, je le crée, je donne un nom. Et comme ça, après, quand je vais cliquer sur Play, ça va me rendre sur la page des animations. Et je vais avoir cette vue-là, en fait. Donc voilà pour les frames. Il y a un deuxième truc que permet de faire les frames, c'est les éléments qui sont dans vos frames. Donc là, je vais le créer, le frame. Sélectionne ces deux éléments. Je fais un clic droit, frame sélection. Vous voyez que par exemple, mon carré, là, il est à 0 pixels du frame 6. Donc en fait, les éléments qui sont à l'intérieur du frame, ils ont des positions relatives par rapport au frame. Ce qui n'est pas le cas des groupes. Donc là, même chose, je crée un groupe. Et je vois que mon carré, du coup, il a 321 pixels de quoi? Du frame par an dans la hiérarchie. Donc à savoir de ça. Et pas du groupe que j'ai créé. Donc voilà, ça c'est utile quand vous allez travailler sur les espacements entre vos éléments, sur vos maquettes. Ça vous permet de moins vous prendre la tête en gros. Alors maintenant on a fait plein de trucs avec nos vecteurs et nos masques et du coup on veut exporter ce qu'on a fait. Donc là par exemple on a notre image qu'on veut exporter et tout en bas à droite on retrouve les exports. Alors on peut faire plusieurs choses. Là par défaut par exemple on exporte en PNG. Là c'est la densité de pixels. Donc par exemple mon image là elle fait 580 par 320, donc si j'ai un ratio de une fois, ce sera la taille de sortie, ça fera 580 pixels par 320 pixels. Donc c'est bien sûr que pour le PNG et il y a PNG, JPEG et PDF. On a aussi SVG, mais du coup le SVG c'est du vectoriel, donc on peut l'étendre à l'infini, il n'y a pas cette notion de pixels. Donc on peut changer ce ratio, on peut changer le format d'export, mais on peut aussi, imaginons qu'on le veut en x2, en x1, en PNG, on peut le rajouter aussi en JPEG, en x1, et j'exporte mon image, et là ça va nous télécharger un zip qui contient d'un coup tous mes éléments. Et on peut aussi avoir une petite preview pour voir si c'est bien ce qu'on souhaite qu'on va exporter. Et on a aussi un export rapide, donc si je veux exporter ce composant, là, cette frame, j'ai CTRL-SHIFT-C, là on voit Copied as PNG, et du coup je peux le copier dans mon Slack, pour l'exporter directement à quelqu'un, et du coup on a cette image qu'on peut utiliser directement, un export rapide. Par exemple, si un client vous demande à voir une image, une maquette ou un élément, préférez l'utilisation de l'export en x2. Ça a une meilleure qualité. L'image va être plus lourde, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Hop. Ensuite, là on va rentrer dans les gros points forts de Figma. On a les layouts. Donc par exemple, le premier qui est sorti d'ailleurs, il n'y avait pas auto layout au début. Le premier c'était Layout Grid. Donc il peut faire penser à Flexbox Grid, Flex Grid du coup de CSS. On va avoir dessus les colonnes et les lignes. Ce qui va nous permettre, du coup dans cette frame là j'ai mis des colonnes et des lignes, et après je vais pouvoir les organiser comme je veux dedans. Ça va nous permettre d'avoir des repères et potentiellement avoir si ça c'est le format mobile, au format desktop je veux avoir 12 colonnes. Ça va nous permettre d'avoir des repères. Là, si je le redimensionne, on peut le caler, il se calera automatiquement dessus.
ce qui est assez pratique. Après, c'est pas non plus très puissant, et il y a quand même des limites. C'est, par exemple, par rapport à FlexGrid, eh ben, si on redimensionne un FlexGrid, les éléments dedans vont s'adapter, alors que là, non, c'est vraiment un repère visuel, on va dire. Par contre, les auto-layouts, c'est plus intéressant. Là, donc j'ai ma frame avec tous ces éléments dedans. Si je crée un auto-layout dedans, ils vont s'organiser automatiquement. On a l'espacement, donc le gap de CSS. Là, je peux le mettre à 20 pour que ce soit uniforme. Ça, c'est le padding de la frame, donc l'espacement qu'on aura entre le bord et les éléments. Et une fois que c'est comme ça, on peut le faire différentes orientations. Donc là, c'est flex direction colonne pour faire l'allusion au CSS. Et on a aussi le wrap. Donc là, ça va dépendre de la taille fixe de la frame. Et ça va wrapper à la ligne suivante dès qu'on a plus de place. Et une fois qu'ils sont ordonnés, on peut les réordonner pour mettre bien sûr JavaScript en premier. Ensuite, on a les composants. C'est aussi très, très intéressant, ça c'est un gros point fort de Figma. Donc là on a un tag, j'ai un tag et je vais en créer un composant parce que je vais avoir à le réutiliser plusieurs fois. Et en plus le gros avantage des composants, c'est que si je le modifie le composant parent, ça va modifier les occurrences, les instances de ces composants partout ailleurs dans mon design. Donc par exemple là mon tag c'est une frame avec du texte dedans. Si je fais un clic droit, Create Component, on a notre composant qui est créé. On voit le petit logo component de Figma, c'est les 4 petits carrés. Ensuite, je peux créer une variante. Donc là, on a maintenant 2 variantes dans ce composant. On voit qu'il y a une propriété qui est apparue, là nommée par défaut propriété. On va par exemple faire un type, nous. On va dire que celui-là, ce sera le error, et celui d'au-dessus, ce sera le success. Voilà. Et du coup, mon error, je vais le mettre en rouge. Un rouge au pif, hop. Voilà, parfait. Donc, maintenant, mon composant, imaginons, je vais l'étoffer un peu. Et ça va donner, hop. C'est ça que je veux. Parfait. Ça va donner ça. Donc là, on a des tailles différentes. Si on est sur mobile, si on est sur desktop, on a le field et le outline. Et maintenant, celui-là, je veux l'utiliser. Donc on a 2 façons de le faire. Soit on le prend directement depuis le composant. Là, je vais sélectionner, je veux celui-là par exemple. Je fais donc Alt et un clic glissé pour ça fait une copie. Et là, on voit que c'est un petit carré vide, enfin outline du coup. Et ça, c'est une instance du composant. Mais je peux aussi le retrouver dans ma collection d'assets, qui est à gauche, là, ici. Et là, je le vois dans mon diapo slide 7, là, le tag avec 16 variantes. Si je le glisse dans la page, il apparaît ici. Et je peux le modifier, je peux le mettre en warning, je peux le mettre en XL, etc., etc. Je peux faire à peu près ce que je veux. Et si je change un composant, si je le change dans le composant parent, si, imaginons, je veux qu'il soit plus espacé, eh ben, ça va l'espacer plus dans mon instance de ce composant. Voilà, et par exemple, dans toutes les slides là, les sidebars sont des composants. Donc si je vais dans mes composants et que je veux aligner le logo Lixi à gauche, hop, là il aligne à gauche. Et je retourne dans mes slides, tout est aligné à gauche dans la sidebar. Voilà pour ça, hop. Alors revenons rapidement sur les prototypes. Donc là, ce que vous voyez, c'est plusieurs maquettes qui sont liées entre eux par des animations. Donc là, c'est des navigate to, ce qu'on appelle des animations pour... imaginons, vous cliquez sur un bouton, ça vous ramène vers une autre page. Et donc, ça fait un peu ce charabia là. Et du coup, si votre projet est mal organisé, que vous n'utilisez pas toutes vos pages, vous pouvez avoir ce truc-là, en fait, qui est un peu incompréhensible. Donc ça, c'est pour les prototypes. Comment on crée ce genre de choses? C'est simple. Tout d'abord, j'avais parlé du flow starting point. Donc il faut sélectionner un élément.
précisément un frame, aller dans prototype et lui donner un nom, ici. Une fois que c'est fait, et ce que je conseille, mais qui est optionnel, c'est de choisir un device. Donc ça, normalement, c'est la chose que vous devez faire en premier quand vous travaillez sur Figma. Un device, c'est quoi? C'est vous allez tout simplement dans prototype sans avoir rien sélectionné. Ici, vous sélectionnez sur quel device vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler sur iPhone? Est-ce que vous allez travailler sur un MacBook? Ce genre de choses. Et du coup, vous repérez bien les dimensions qui sont utilisées et vous les utilisez pour votre page. Là, pour le coup, ce slide-là, il a une dimension qui n'est pas répertoriée dans les devices. Du coup, ce qui fait que si par exemple je le rends sur un MacBook Pro et s'il n'a pas les mêmes dimensions, il va tout simplement être trop grand et sortir du cadre. Donc voilà, en termes d'animation Figma, ce qu'on va avoir, donc là je sélectionne ce frame, ici vous avez la mention interaction. Donc si vous cliquez sur le petit plus ici, vous pouvez définir si vous voulez une animation au clic, quand vous récupérez l'élément au drag, quand vous faites un hover, ce genre de choses, donc après un délai, etc. Par exemple, je vais mettre au clic. Qu'est-ce qui se passe au clic? Vous voulez naviguer vers quelque chose, vous voulez revenir en arrière, vous voulez setter une variable. Donc en fait, comme vous le voyez, il y a plein d'options possibles. La seule limite à ça, c'est l'imagination, tout simplement. Hein. Et du coup, je vais vous montrer une petite animation. Bon, elle n'est pas si folle que ça. Oui, parce qu'il y a une fonctionnalité Smart Animate sur Figma, c'est-à-dire si on fait le Navigate to d'une partie à l'autre, et ben du coup on a il anime, il va faire en sorte que ça anime correctement là. Je vous laisse voir avec l'exemple. En gros, le Smart Animate, c'est une animation qui est un peu fluide. On va dire c'est le contraire de ce qui est instantané. Je fais jouer l'animation. Donc là, ce petit carré va se transformer en une petite image. Et après 4 autres secondes, il va s'intégrer dans un fond, style Nouvel An. Et voilà, donc on le voit toujours ici, c'est un peu... ouais, c'est pas très visible. Mais bon, c'est pas l'animation la plus folle qu'on a créée, mais bon, ça fait le taf. Ensuite, on a les variables. Donc on a déjà les variables de thème. Quand vous allez arriver sur Figma, l'une des premières choses à faire après avoir choisi le device, c'est, si vous avez une charte graphique, de pouvoir construire des formes. Par exemple ici, je fais juste un carré ici, mettre une couleur à l'intérieur, donc les couleurs de votre charte, hein, bien évidemment. Et je vais venir ici, alors je crois que c'est le petit plus. Voilà, venir l'ajouter, donc avec ce plus-là, qui va créer une nouvelle variable locale sur votre page Figma. Donc là, je ne fais pas parce qu'on a déjà plusieurs variables. Et du coup, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de, lorsque vous allez récupérer un autre élément, de venir lui appliquer la couleur que vous avez, vous. Du coup, je vais faire le test directement là-dessus. Donc là, vous avez vos variables locaux. Ouais, tu peux montrer les... Voilà. Ça, du coup, c'est la collection. On peut répertorier toutes les variables ici. Donc là, en gros, on a le nom de la variable, la valeur, et on peut même ajouter plusieurs modes. Ça, la colonne là, en gros, c'est considéré un peu comme un mode. Et par exemple, on peut avoir toutes les couleurs pour le thème light, et à gauche, toutes les couleurs pour le thème dark. Et on peut switcher, on peut mettre des contextes, en quelque sorte, à des frames. Et du coup, ça nous permet de switcher de l'un à l'autre. C'est ça. Et là, du coup, si je change de couleur, ça va changer sur tous les éléments qui ont utilisé cette variable. Voilà. Très beau. On va laisser ce vert pétant. C'est beau. Vert pomme. Ok, maintenant, j'avais oublié. On a aussi les variables de prototype interactif. Donc là, je vais faire une passe très rapide là-dessus parce que c'est une feature qui est payante. Alors c'est tout simplement des variables que vous allez pouvoir utiliser sous forme de conditions par exemple. En fait, toutes les variables qu'on met peuvent être utilisées pour des prototypes. C'est ça. Donc là, si je clique sur ce bouton, il va tout simplement diminuer la température que j'ai ici. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir le plus possible une maquette qui répond à votre besoin. Hein. Quand le client il va manipuler votre prototype, il aura ce rendu là. Donc c'est pour être au plus près de votre cas réel. Voilà, donc en gros, on a les textes qui sont liés à la variable et les boutons au clic. On va leur faire un événement on-click, on va set la variable à une autre valeur. Et c'est
potentiellement parfois de la bidouille un peu derrière, on peut pas non plus dev. On peut pas dev comme on veut. C'est des fois un peu frustrant en tant que dev d'ailleurs, mais en même temps c'est pour du maquettage. Déjà À la fin, c'est pas 25? Bon, on va s'arrêter là du coup. Bon, on va très rapidement, mais en gros, il y a des plugins pour étendre les fonctionnalités de Figma. Donc pour avoir du lorem ipsum, rajouter des images, etc. etc. Ouais, 5 minutes, on est d'accord? 5 minutes. Bah vas-y, je te laisse montrer alors. À la régie. Vas-y, continue, Nat. Ok. Du coup, oui, les plugins Figma. Sur Figma, on pourra utiliser les plugins de la communauté pour rajouter des fonctionnalités qui vont nous aider dans la conception des maquettes. Par exemple, ici, vous avez un texte, donc change me, et vous allez pouvoir venir utiliser du lorem ipsum, tout simplement pour générer du faux texte si vous n'avez pas le texte final donné par le client. Donc pour ça, en fait, vous allez cliquer sur cette fonctionnalité ici, venir taper lorem ipsum, le sélectionner, et ensuite lui dire que, par exemple, vous voulez 5 mots et de vous le générer. Donc ça va créer voilà, du faux texte. Vous avez d'autres plugins que vous pouvez utiliser, par exemple la librairie de Bootstrap pour récupérer les icônes. Il y a aussi la librairie de Unsplash qui est un site d'images libres de droit. Donc là, je sélectionne ce fond. Je vais venir chercher Unsplash. Donc il va me proposer quelques images, je vais en choisir un au hasard. Voilà. J'ai juste à cliquer dessus et il me le rend ici. Donc ça, super utile. Façon multi-edit. Voilà. Après, on a plein de petits outils qui sont utiles, dont le multi-edit qui vient de sortir. Par exemple, ça peut être, en gros, ça va nous permettre de sélectionner les éléments qui sont similaires, notamment grâce à leur hiérarchie dans l'arborescence. Donc par exemple, ce numéro de page, là, j'ai sélectionné que celui-là, mais avec, donc si j'utilise le multi-edit, ça va me les sélectionner tous sur la page, et je peux après les pivoter tous, par exemple, si j'ai envie de les mettre à 45 degrés, et ils vont tous être utilisés sur la page. Enfin, tous être modifiés sur la page. Et ça peut être aussi utilisé sur le prototype. Donc par exemple, si je veux mettre quelque chose au clic sur cet élément-là, je vais faire le multi-select, donc ils sont tous sélectionnés sur la page. Je rajoute une interaction au clic, et là j'ai envie qu'au clic on navigue vers le petit easter egg qu'on a préparé. Et du coup, si je vais dans le prototype et que je clique sur, celui-là je l'ai rajouté ici, c'est un peu de la triche, je vais aller sur un au pif, là, sur celui-là, et si je clique ici, voilà, vous avez trouvé le coffre caché, bravo à vous. Très utile le multi-edit. Non, en vrai, ça peut permettre de gagner beaucoup de temps si on a beaucoup d'éléments à modifier sur la page, c'est très pratique. Ensuite, on a des outils après la conception, qui sont plus en mode dev. Ils s'orientent quand même vachement côté dev Figma, donc on se rapproche pas mal des flex en CSS, et on a des commentaires qu'on peut avoir. On a des annotations aussi. Si on passe en dev mode, on peut aller les voir. Là, par exemple, changer la couleur de celui-là avant de mettre en prod, par exemple. Et on a aussi donc ils veulent se rapprocher encore plus des devs, et du coup on a les éléments là dans la zone de droite avec des propriétés CSS. Donc là on est en display flex avec le highline item. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on variabilise bien ces variables. Là, par exemple l'espacement, le padding, je l'ai variabilisé, et du coup on le voit assez peu, mais ça peut nous permettre, dans un fichier, de mettre toutes nos variables, donc les couleurs, le spacing et tout. Je parle d'un fichier en tant que dev, de mettre toutes les couleurs, et après, on regarde sur Figma. Là, on voit pas très bien sur le dépôt. On a var et c'est spacing medium. C'est pas une valeur brute qu'on a mis. Il y a la valeur brute après en fallback au cas où la variable n'est pas définie. Mais on utilise les variables CSS directement. Voilà pour ça.
Je vais devoir... Désolé, il n'y aura pas de temps pour les questions, mais on va devoir le laisser. Merci en tout cas pour votre attention. Il y avait un petit jeu sympa en plus, c'est dommage. Voilà. Ah, c'est pas ça que je vais faire. C'est vite, hein.